Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Urepoix. Nous sommes avec le philosophe des Gilets jaunes, Mehdi Belhach Kassem. On est à Paris, on est dans le bar rue du Faubourg Saint-Antoine qui tient les cahiers d'exigence citoyens au pouvoir public. Mehdi est passé pour les consulter. Bonjour citoyens. Bonjour citoyens. Alors, l'actualité de la philosophie, l'actualité du combat des idées, l'actualité des sociocrètes et de tous ces intellectuels, Badiou, BHL, enfin ces faux intellectuels qui sont au service de leur porte-monnaie et de l'oligarchie, des ennemis du peuple. Où est-ce qu'on en est et puis des choses aussi personnelles, puisqu'il y a des coups de pression qui te sont arrivés. Et c'est toujours bien, la vérité libère, et puis ça te protège aussi. À toi. Alors l'actualité, on va faire vite. J'ai sorti un livre qui s'appelle Cholari-Cocovirus, donc et il faut que je le file. Et je conseille à tous les gilets jaunes de le lire parce que je parle beaucoup du mouvement. Parle un petit peu plus fort, s'il te plaît. Donc je conseille à tout le monde de lire ce Cholari-Cocovirus parce que ça parle beaucoup des gilets jaunes. C'est vraiment l'analyse. On va pas faire dans la fausse modestie la plus profonde politiquement et philosophiquement de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Il faudra que je file donc un exemplaire. L'autre actualité, chez le même éditeur, Exuvie, je vais sortir à la rentrée un livre qui s'appellera Mausolée des intellectuels, où effectivement je fais un listing, un Hall of Fame du déshonneur de tous les intellectuels qui effectivement ont trahi, ont défendu la pandémie, l'installation du camp de concentration numérique généralisé en Occident. Et donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a volé mon passeport. À domicile. Probablement à domicile, attention, restons prudents. Ce qui est sûr, c'est que mon passeport était dans mon sac. Ce qu'ils ont pris aussi, alors qu'il y avait mon smartphone Samsung et ma carte bleue, ça ils y ont pas touché. Mais ils ont piqué un livre dont j'ai déjà parlé aux Gilets jaunes dans une des vidéos qui s'appelle Manifeste conspirationniste et une très très bonne revue littéraire qui est sur la même longueur d'onde que nous, qui s'appelle Ligne de risque, dont je conseille aussi vraiment la lecture, notamment le texte tout à fait admirable de François Méronis. Donc tout ça m'a amené à prendre la décision, mais ça fait 20 ans que j'en pense, que j'y pense, on en parlait tout à l'heure avec Sylvie, de m'exiler. Je vais quitter la France, l'Occident, l'Europe, tout ça. À mon avis, le plus loin on est de tout ça, le mieux on se porte. Après, je serai toujours là pour travailler. En plus du lit dont j'ai parlé, il y en a 3 autres qui sont sur le chantier, qui sont de nature diverse. Je vais pas en parler là. Mais aller loin d'ici, c'est pas du tout abandonner le combat, c'est juste combattre autrement. Là, j'en ai vraiment ras-le-bol de la bêtise occidentale. J'en ai marre de voir des gens, on leur parle de la grippe matin et midi, soir, 24H depuis 2 ans et demi et ils se rendent pas compte qu'on se fout de leur gueule. J'en ai marre de voir des gens masqués alors qu'on les oblige pas. La maltraitance aux enfants aussi. La maltraitance aux enfants, la stérilisation de nos jeunes femmes et de nos adolescentes. Il y a un peuple qui se laisse comme ça massacrer à petit feu sans rien faire. J'en peux plus. Je pense à une phrase de Jean-Luc Godard beaucoup. Dans un de ses films, il dit les pauvres sauveront le monde. Et c'est pour ça que je vais aller dans un pays très très pauvre où 85% des gens n'ont pas l'électricité. Ils se chauffent à la bougie et à la lampe à huile. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut être pour tenir le coup. Pour avoir une autre expérience en fait que celle de l'Occident, d'autres cultures. Moi j'ai toujours adoré les grands anthropologues, donc voilà, ça va être ma période anthropologique. Mais je continuerai à faire des vidéos à distance. J'irai au cybercafé parce que comme dans tous les pays pauvres, il y a plein de cybercafés. Mais je vais laisser mon smartphone ici, mon ordinateur portable ici, comme ça je ne serai pas géotraçable. Voilà, j'ai envie d'être libre et je crois que le piège est vraiment en train de se renfermer sur l'Occident. On est les pays les moins démocratiques du monde maintenant parce qu'on est ultra technologisé. Donc ça fait qu'on est, oui, comme dit Catherine Austin-Fitts, ce qui est en train de se mettre, et il n'y a pas qu'elle qui le dit, il y a le docteur Vernon Coleman, il y a plein de gens qui disent ça,
Soit ça va être la guerre avec la Russie pour masquer tout ce qui est en train de se passer au niveau mouvements sociaux. Là, je viens de l'Allemagne, les transports ne fonctionnent pas du tout, c'est le chaos absolu pour voyager. Il n'y a pas qu'aux Pays-Bas, ça va être partout en Europe. Donc moi, comme je le sens, je pense que le truc le plus probable, c'est la guerre pour étouffer tout ça. Voilà. Et éventuellement la guerre civile et la purge, la grande purge, le réveil des peuples, etc. On voit ce qui se passe en Hollande, on voit ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en Pologne aussi. Et puis nous les Gilets jaunes, on est là. On a eu 23 000 blessés officiels avec les street medics, recensés par les street medics, mais derrière il y en a eu beaucoup plus. Tous ceux qui ont fait du placard, tous ceux qui ont perdu leur emploi, tous ceux qui ont eu des divorces, etc. Tous les suicides. On est là, on lâche rien. Alors effectivement, le système donne tout. Tous les agents du système. Et il y a énormément d'associations qui sont financées par le système. L'oligarchie ou le système des municipalités, etc. Et qui envoient leurs agents pour pourrir tous les mouvements sociaux, pour essayer de dégrader tout ça, pour essayer de pousser à la faute. On le voit, c'est énorme sur Paris, c'est énorme dans le 91. Tous les agents du système, toutes les petites salopes de corrompus, tous ceux qui sont à la gamelle quelque part montent au créneau pour essayer d'étouffer le mouvement social et ce qui va arriver. Alors on ne sait pas si ça va être les convois de la liberté numéro 2, on ne sait pas si ça va être les gilets jaunes puissance 10, etc. Les paysans hollandais. Mais ils donnent tout et donc les amis, faites très attention. Demandez les conflits d'intérêts en fait, les allégeances, les financements. Tous ceux qui essayent de devenir des tribuns, des leaders, suivez-moi, etc. Étudiez qui les finance, où vont leurs allégeances, et c'est surtout au niveau du pognon, du pognon, du pognon. Et là, vous allez avoir de belles petites surprises parce qu'il y a des dossiers qui commencent à sortir. Voilà. Fin de la parenthèse. À quoi servent les intellectuels? Dans un monde idéal, ça servirait à quoi les intellectuels? Dans un monde idéal, les intellectuels, c'est ce que c'était jusqu'à la fin des années 70. C'était Pasolini, Sartre, Foucault, Debord, encore plus important. C'est des gens qui combattent le système et qui fournissent des outils intellectuels à ceux qui le combattent aussi. Voilà. Qui défrichent Qui défrichent et puis qui donnent des concepts. Ça, c'est un truc qui me fait un peu souffrir. J'aimerais bien être plus lu, que les gens s'approprient un peu plus, mais là voilà, j'étais à Bayreuth pour un colloque et ça s'est très bien passé, mais en plus non, il y avait plein d'Africains, donc c'est vraiment utile de transmettre. Mais j'aimerais, je fais plein de conférences, j'appelle ça les conférences dialogiques, et pareil, ça se passe toujours très très bien. Je trouve que dans les milieux de la résistance, on ne se sert pas assez, mais il y a plus que des excuses, on ne se sert pas assez dans les nourritures intellectuelles. Après, je comprends, parce que les intellectuels d'aujourd'hui sont tellement répugnants, comme tu dis, de VHL, à Badiou, en passant par Michel Onfray, Jean-Claude Milner, ils se sont absolument tous, quasiment tous, déshonorés. Il y a que, il y a Chouard, heureusement, il y a Naomi Wolf, ou aux États-Unis, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as, ça c'est dans le titre de la vidéo, à chacun de faire sa part? À chacun de faire sa part, voilà. C'est ce que le poète Hölderlin appelait la tâche. Voilà. C'est-à-dire, pas chercher les likes, pas chercher l'ego, pas chercher à flatter l'ego. L'ego est au service du combat, pour le collectif, pour le bien commun de tous, y compris de nos adversaires et de nos ennemis. Parce qu'ils font malgré tout partie de l'humanité. Alors, après, les transhumanistes, ça c'est autre chose puisqu'ils s'excluent de l'humanité. Pour le bien commun donc, mais aussi pour la dignité et la justice. Justice sociale, justice fiscale, justice pour les anciens qui ont été piqués au Rivotril, justice pour nos enfants qui sont maltraités, justice pour tout ce qui se passe avec l'ASE, etc. Bien évidemment. Et la dignité de tous. Donc, un conseil, l'ego, on ne doit pas faire disparaître, mais il doit être au service de quelque chose de plus grand. Donc c'est se sublimer, c'est ça, sublimer sa juste et légitime colère en quelque chose de positif pour le collectif. Faudrait faire tout un cours sur la notion de sublimation. Je ne vais pas la faire ici en psychanalyse, c'est vraiment passionnant. Effectivement, mettre l'ego de côté, c'est la moindre des choses.
Je vais rebondir par rapport à ce que tu dis sur la première version du tombeau, du mausolée des intellectuels. Je vais faire un lapsus. C'est une première version, donc ce n'était qu'un tombeau. C'était une lettre ouverte à Badiou qui est sortie chez François, qui a eu beaucoup de succès et de retentissement bien au-delà même de la France. Et je finis la lettre. C'est une sommation, c'est aussi une main tendue, tu vois, aux intellectuels. Donc là, c'était que Badiou, je dis à la fin de la lettre, donc c'était mars. Soit vous présentez des excuses au peuple, soit vous la fermez à tout jamais. Il n'a pas fait une seule intervention publique depuis. On est début juillet. Donc là, il est tellement vaniteux que ça va lui arracher je ne sais pas combien de dents et de peau du scrotum pour la première fois de sa vie de présenter des excuses en disant j'ai eu tort, etc. Et donc il s'est fait bouffer par son ego. Absolument. Il fait des leçons de narcissisme, de soucis sa petite personne à absolument tout le monde, mais il se regarde jamais lui-même en face. C'est vraiment une phrase que déjà il y a 10 ans à son sujet que j'utilisais, c'est une phrase du Christ, ça va te plaire comme référence. Tu vois la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre dans le tien. Et les intellectuels français, oui, tout particulièrement français quand même, les Français c'est les pires de ce point de vue-là. Alors, c'est vraiment la culture 18e, tu sais, la poudre, l'éventail, les perruques, tu vois, les petites... Les mondains, les mondains, voilà, les salons, voilà, les petites précieuses. Alors, de retour des collègues, il y a Marinette qui veut partir avec toi. Elle sait pas encore où, mais elle veut partir avec toi. Donc peut-être il va y avoir une base gilet jaune quelque part. Super, une diaspora, ouais. Et puis il y a Delphine qui nous demande que reprochez-vous à Michel Onfray. Très succinctement. Très succinctement, mon éditeur il est dans le Hall of Fame du déshonneur, mais d'un côté je suis anarchiste, d'un autre côté je suis transhumaniste. Je suis souverainiste, mais j'accepte tout le Covid-fascisme. Et ça veut dire que c'est tout et n'importe quoi. Ça, c'est la version beaucoup plus sophistiquée, universitaire, c'est des gens comme Badiou et Zizek. Ça veut dire c'est un philosophe qui s'appelait Hegel. Et Hegel, c'est toutes les contradictions cohabitent les unes avec les autres et il n'y a pas de souci. Michel Onfray, c'est la version faiblarde de ça, tu vois, c'est anard et transhumaniste, je suis souverainiste, mais en fait... Mais transhumaniste, comment tu peux être souverainiste en commençant par la souveraineté de ton propre corps, en poussant au transhumanisme? C'est à lui qu'il faut poser la question. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Un débat avec Michel Onfray, t'es chaud? Oh non, je suis pas chaud. C'est un crétin, j'ai aucune envie de discuter avec des crétins, j'ai envie de discuter avec des gens intelligents comme vous, j'ai pas de temps à perdre... Le temps presse là. Enfin bon, écoute, j'y réfléchirai. Mais il m'intéresse tellement peu ce mec. Mais t'as une main tendue, tu as dit que tu tendais la main. D'accord. Tu peux pas. Tu tends la main. Je me défilerai pas. Tu as raison. Tu tends la main. Mais c'est vrai qu'ils me répugnent tellement tous que pour moi, même si Badiou, on a été très très proches pendant longtemps, s'il acceptait que voilà, pour moi, ça serait vraiment une corvée d'aller. Mais bon, je le ferai. J'ai parlé de tâches, donc je vais pas moi me défiler et me contredire. Ok, j'accepte sur le papier. Donc, main tendue à Badiou, main tendue à Michel Onfray. Viendez débattre. Le temps qu'il faudra, on posera le live. Voilà, on mettra le live. On mettra du rouge et du saucisson pour tout le monde. Et puis, venez avec un vrai philosophe échanger sur les concepts radicaux, la radicalité de la pensée dans le combat des idées. Merci pour tout, Mehdi. Merci pour ton engagement. Merci. C'est moi qui remercie vraiment les gilets jaunes. Ça a été que du. Merci à vous vraiment. Voilà. C'est moi qui vous remercie et je cite toujours. C'est la phrase la plus importante de l'histoire de la philosophie pour moi en ce moment, avec tout ce qui se passe depuis 3 ans et demi. C'est la phrase de Spinoza. Seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. Voilà. Force et honneur, on lâche rien. Aou. Aou.